cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace Républicain. Bonsoir, amis téléspectateurs. Merci de votre attention. Espace Républicain, c'est reparti pour un autre moment d'échange. Nous avons aujourd'hui la joie et l'habitude pour parler de notre pays. Et aujourd'hui, la fois passée, vous avez été très nombreux, vous nous avez écrit, vous nous avez fait des commentaires sur le parcours que nous avons fait pour ce rappel sur le panafricanisme. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle, une question d'actualité. Il est vrai que l'accord de la Saint-Sylvestre, signé le 31 décembre 2016, avait prévu que les élections auraient lieu au plus tard le 31 décembre 2017. Il y a quelques semaines, le président de la CENI, invité par l'OIF, avait dit qu'il y avait très peu de chances que ces délais soient tenus. L'accord lui-même avait déjà presque prévu cela en disant avant qu'on ne publie le calendrier électoral, il faudrait qu'il y ait une évaluation de cet accord, évaluation du processus par les CENSA, par le gouvernement et par la CENI, qui est l'organe habilité à produire ce calendrier électoral. Cette précaution a été prise. Est-ce que nous y sommes déjà? Bel et bien oui, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a déjà au niveau de ces trois institutions des animateurs qui doivent évaluer cela. Tout cela se fait dans un contexte général de suspicion mutuelle et de perte de confiance entre les hommes politiques de notre pays. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Avons-nous encore les règles du jeu entre nos mains? Comment les Congolais vont se débrouiller pour pouvoir traverser cette zone d'incertitude? Voilà la question d'aujourd'hui avec laquelle nous allons aborder cette question. Mais nous allons y aller de manière méthodique parce qu'il faut d'abord que nous puissions revisiter ces trois institutions au regard de l'accord. Qu'est-ce que l'accord dit exactement? Qu'est-ce que c'est ça qu'une doit faire? Qui va évaluer qui? Et on évalue quels sont les indicateurs de l'évaluation. Nous allons donc commencer cela en commençant par la CENI qui est au cœur même de cette évaluation. John Ngomboa, que je salue. John Ngomboa, dans cette séquence qui nous approche du 31 décembre 2017 et dans cette exigence d'évaluation, quel est le rôle de la CENI? Oui, le rôle de la CENI, c'était de préparer les élections. Il y a une date, un autre 31 juillet. Au 31 juillet, donc date déjà dépassée, la CENI devrait déjà avoir préparer l'enrôlement des électeurs. Donc on n'en est pas encore là. Il y a évidemment le 31 décembre qu'on attend. Aujourd'hui, il y a à peu près 39 millions d'électeurs enrôlés sur... 500 000. Voilà. Non, les derniers chiffres d'aujourd'hui, je les ai obtenus au niveau de la CENI, donc un peu plus. Sur 42 à 45 millions attendus. Donc finalement, on n'est pas loin du compte, mais il y a eu évidemment les Kasaï avec ces 5 déclinaisons qui a posé problème à cause du phénomène Kamina Sapo. Je crois que la CENI s'y prend maintenant pour essayer de rattraper le temps. Il y a aussi un défi financier en ce qui concerne les déploiements du personnel, les déploiements du matériel, financement que la CENI devait recevoir, mais qui n'est pas encore non plus tout à fait... On parle de 100 millions pour boucler voilà. 50 millions pour boucler l'enrôlement. Voilà. Cet argent n'est pas encore tout à fait disponible, ce qui pose des sérieux problèmes. On entend ici et là dire, bon, il y a une machine ici, il n'y en a pas trois là-bas, ainsi de suite.
c'est l'argent qui n'est pas non plus tout à fait disponible pour la CENI. Donc on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, le premier délai du 31 juillet, il est déjà dépassé. Et pourtant, c'est quand même essentiel que nous on puisse déjà terminer l'enrôlement, parce que c'est sur base de l'enrôlement qu'on va déterminer, faire les découpages pour faire la répartition des sièges, ainsi de suite. Cela ne peut pas se faire de manière tout à fait au hasard. Une autre question, John. Oui. Vous regardez la parole toujours. Oui. Mais dans le cadre de l'évaluation du processus, quand ils seront à la table, CENI, gouvernement, CNSA, la CENI entre ses mains, quels sont les éléments qu'elle donne? Bon, évidemment, la CENI a trois options à mettre sur la table. Il y a la question des moyens, il y a la question juridique, parce qu'il y a un certain nombre de lois qui doivent aussi être votées au niveau du Parlement pour pouvoir lui permettre. Et il y a la question de la sécurité de son personnel, parce qu'il ne faut pas oublier que des représentants de la CENI ont été décapités, simplement, décapités. Donc, il y a ces trois aspects qui doivent être présentés auprès de qui de droit, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est les gouvernements qui doivent donner à la CENI, qui n'est qu'un organe technique, le moyen de pouvoir aussi fonctionner. Alors, je crois qu'à cette réunion, l'expert, c'est la CENI. Et moi, je crois que c'est de manière tout à fait responsable que le président de la CENI, à la rencontre de l'EIF, avait déjà anticipativement annoncé les couleurs. Parce que ce serait irresponsable de laisser croire que dans le fonctionnement actuel, les délais vont être respectés et cela peut amener à une déflagration plus importante que de dire aux gens la vérité maintenant que nous avons déjà dépassé des délais et que nous risquons de dépasser d'autres délais et que ne soyons pas surpris quand le moment viendra. Merci. Bruno Borilson, qui nous rejoint, qui est là, que je salue. Bruno, la question que l'on se pose, c'est souvent le rôle vraiment du CNSA dans cette séquence. Pourquoi les négociateurs de la Saint-Sylvestre ont préféré qu'il y ait un organe de suivi? Quelle était l'intention des négociateurs pour mettre en place cette structure? Et dans le cadre même de la mise en place, quel serait son apport dans l'évaluation? Est-ce que c'est un tribunal de validation? Est-ce que c'est une structure d'octroi des crédits? Est-ce que c'est une structure d'appui politique? Quel est le rôle du CNSA finalement? D'abord en tant que tel, mais aussi par rapport à cette évaluation qui est attendue. Parce que à l'issue de cette évaluation, il faudra bien qu'on décide de quel calendrier on va sortir. Voilà. Merci beaucoup, Willy. Le CNSA d'aujourd'hui nous rappelle un peu les comités de suivi post-accord de Sun City. Et donc, les négociants, les parties signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre ont jugé bon qu'il y ait une structure qui serve d'accompagnement, qui serve de suivi, qui serve de monitoring par rapport à tout ce qui se fait comme opération pré-électorale et même post-électorale. C'est ainsi qu'ils ont décidé de la mise en place de cette structure qu'on appelle le CNSA, c'est-à-dire Comité national de suivi des accords et du processus électoral, aujourd'hui piloté par Joseph Olengankoy. Mais le rôle du CNSA est décliné dans le point 2 du chapitre 4 de l'accord. Je voudrais lire ça, ce n'est pas long, mais c'est parce que c'est très important. Je vous en prie, lisez. On dit que les parties prenantes conviennent de l'organisation des élections en une seule séquence présidentielle, législative, nationale et provinciale au plus tard en décembre 2017. Toutefois, le Conseil national de suivi du processus électoral, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des dites élections. En d'autres termes, le CNSA est le troisième, le premier ou le deuxième, si vous voulez, du triangle d'évaluation
des validations et du rééquilibrage, si pas des réajustements du processus électoral. Ils se sont dit l'élection, tout c'est avant le 31 décembre 2017. Toutefois, il peut arriver qu'il y ait des contingentes politiques, techniques, climatologiques ou climatiques ou environnementales qui peuvent faire en sorte que les échéances convenues ne soient pas tenues millimétriquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préalablement une concertation à 3, gouvernement, CENI, CNSA, pour qu'on puisse, comme le dit, si nous voulons simplifier les termes, éventuellement décider du rallonge nécessaire en ce qui concerne les opérations. Merci beaucoup. Je pose une question, mais ce n'est pas seulement à vous, hein, oui. à tout le monde. Vous allez continuer. Oui. Je la pose pour qu'on ne l'oublie pas. Dans les autres processus, quand il s'agissait de réajuster les processus électoraux par rapport au délai, la CENI écrivait à la commission, à la Cour constitutionnelle, qui lui donnait la possibilité de prolonger les délais. Mais ici, on pense qu'il faut absolument que ce soit déconcerté avec le CNSA. Vous gardez la question, on va y revenir un peu pourquoi. On veut savoir pourquoi est-ce qu'on pouvait simplement laisser la question à l'oppression de la Cour constitutionnelle. Oui, et donc, je vais y revenir vers la fin, mais si vous voyez le contenu de cette partie de l'accord, donne une sorte de double tutelle à la CENI. Il y a une tutelle parlementaire, constituante, c'est le Parlement, devant qui la CENI est responsable de l'évaluation du contrôle des budgets alloués par le gouvernement, mais il y a aussi une tutelle opérationnelle, c'est le CNSA, qui doit dire ici ça va, on évalue, on évolue et tout, mais à 3, en concertation avec le gouvernement, qui reste bien évidemment au centre de l'exécutif. Mais parce que vous avez dit qu'est-ce que la CENI apporte, je crois que la même question peut également se dupliquer au niveau du CNSA. Qu'est-ce que le CNSA apporte? Le CNSA aujourd'hui, je crois qu'il a eu beaucoup de difficultés pour son déploiement, pour se mettre en place, parce que il vous souviendra qu'il y a eu des difficultés. Après la signature de l'arrangement, en particulier au Palais du Peuple, il y a eu une sorte de sissiparité au niveau de la composante rassemblement. Et il y a eu le rassemblement limité d'un côté et de l'autre le rassemblement Kasavubu. Et puis au bout du tunnel, c'est le rassemblement Kasavubu qui a eu le bâton de commandement et Olenganko y est passé. Maintenant, pour mettre en place, pardon, Bruno Tshibala à l'époque, c'était le Premier ministre, mais maintenant pour mettre en place le CNSA, il y avait cette problématique-là qui a refait surface. La majorité, la société civile et les autres composantes étaient face à une composante de rassemblement bipolarisée. Fallait-il donner la tête du CNSA au rassemblement Kasavubu, qui avait déjà emporté le poste de Premier ministre, ou fallait-il le donner au rassemblement limité? Et je crois qu'il y avait plusieurs possibilités. Est-ce qu'il fallait-il réactiver le Front pour le respect de la Constitution, qui, à son temps, vous vous souviendrez, il avait dit que comme nous ne sommes pas partie prenante au gouvernement, nous méritons bien le commandement du CNSA. Il y a eu ces débats-là, mais finalement, le rassemblement Kasavubu a encore une fois emporté. Et c'est Olenganko qui a été positionné à la tête, avec un vice-président, un des vice-présidents de la majorité présidentielle, le professeur Loumanou. Aujourd'hui, le CNSA fonctionne, je dirais, à 72%, parce qu'il y a 2 vice-présidents qui ne sont pas là. Le Front a décliné et je crois l'opposition signataire à travers Vital Kamerhe a également décliné. Mais je pense que les réunions informelles se tiennent. Et il y a une sorte de concertation, je peux dire informelle, gouvernement, CNSA et CENI, parce que les autres structures attendent la formalisation du fonctionnement du CNSA à travers le vote de la loi organique qui va se faire à la rentrée parlementaire dans de quelques 3 semaines ici à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais également les autres possibilités. Donc à ce moment-là, le CNSA aura toutes ces béquilles et pourra fonctionner. Mais c'est quand même important cette structure parce qu'elle a l'image d'une sorte d'arbitre. Le CNSA ne gère pas au quotidien les finances de l'État, le CNSA ne bat pas campagne officiellement pour tel ou tel autre, mais c'est quand même une structure, je dirais, de suivi, de monitoring importante pour qu'il y ait une ouverture. Mais cela, l'existence, le fonctionnement du CNSA n'empêche pas la CENI à faire fonctionner les autres mécanismes de collaboration qui ont toujours existé avant, parce que tout le monde n'est pas au Sénat,
tout le monde n'est pas habilité à interpréter la Constitution. Là, je reviens à la question de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, comme son nom l'indique, interprète, veille à la régularité des actes, des décisions et des lois et à leur caractère constitutionnel. Quand ça viole, quand ça heurte, quand ça énerve les dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle intervient. Mais la Cour constitutionnelle ne peut pas dire non, arrêtez l'enrôlement là de Kananga, c'est illégal. Ça, ce n'est pas le rôle de la Cour. Très bien, merci beaucoup Bruno. Nous avons donc les deux triangles, les deux coins du triangle. Il nous reste un point dans l'évaluation, c'est le gouvernement. Alors on va demander ces services, on va demander à Jérôme Sekana, pour qui les couloirs du gouvernement n'ont pas de secret. Il n'y a aucun endroit dans le pays, dans la superstructure, où il ne peut pas entrer. Il a toute notre attention pour qu'il nous dise, dans la séquence actuelle, quel est le rôle du gouvernement et qu'est-ce que le gouvernement met sur la table. Parce que le gouvernement peut dire, écoutez, je viens de faire un bonus de 500 millions, ça peut être ça, hein, on ne sait jamais. Donc le gouvernement, quel est son rôle dans l'évaluation? Qu'est-ce qu'il vient apporter? Willy Kalenga, il exauce ton vœu, même si ce n'est pas tout à fait vrai ce que tu viens de dire. N'oubliez pas, il est écrit dans l'accord que nous devons organiser des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées. Dans apaisé, là, il y a la paix. Il faut que les conditions sécuritaires soient réunies. L'organe chargé de stabiliser, de sécuriser tout le monde, c'est le gouvernement. C'est à ce titre-là que le gouvernement va siéger. Et je dois préciser ici que cette tripartite va se dérouler le 28 août courant à Kananga, tout simplement parce que la CENI a suggéré et au SENSAC et au gouvernement que la réunion de cette première réunion de la tripartite se déroule à Kananga, tout simplement parce qu'au même moment que cette réunion se déroule, que la CENI puisse aussi faire d'une pierre deux coups, lancer les opérations d'enrôlement dans cette ère-là, qui est, vous savez, c'est la dernière étape de l'enrôlement. Voilà les missions du gouvernement. Mais le gouvernement va encore plus loin. Parce que, vous savez, même quand il faut aussi donner la volonté politique. Et ça, ce n'est pas vraiment bien précisé dans l'accord de la tripartite, mais c'est sous-entendu. Cela veut dire que le jeu politique, qui doit être réglementé à travers les élections, se joue aussi avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui gère le pays et qui répond devant le peuple, à travers le président de la République, le gouvernement et toutes les autres structures, mais également vis-à-vis de la communauté internationale. C'est ce qui fait que chaque fois quand vous avez des enquêtes et des problèmes, le gouvernement est sous le feu de l'actualité, tout simplement parce que c'est le gouvernement qui est redevable, non seulement vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis de la communauté internationale. À ce titre également, le gouvernement a un grand rôle à jouer. Donc, pour répondre maintenant à la question, vous avez dit que... Non, maintenant, par rapport au gouvernement, Jérôme Sekana, au regard de la crise financière dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la crise elle est totale, au regard des caisses qui sonnent creuses du trésor public, on est en train de se poser la question de savoir si le gouvernement va assurer vraiment le financement de ces élections par rapport au gap qui est important. Est-ce que le gouvernement pourra à cette occasion-là donner les arguments pour justifier le retard ou pas? Bon, vous savez, c'est évident d'abord que nous ne puissions pas organiser les élections d'ici fin décembre pour des raisons évidentes, on l'a démontré ici. Parce que pour publier le calendrier, la CENI doit se rassurer que l'argent dont il a besoin sera placé dans son compte, donc son compte sera crédité par le gouvernement. Et pour qu'il puisse avoir cette garantie du gouvernement, le gouvernement doit se rassurer que les recettes seront collectées dans des conditions les meilleures. Parce qu'il ne faut pas trop compter sur les appuis extérieurs, c'est un appoint sur ce que doit mobiliser le gouvernement. Maintenant, venons-en à l'environnement. Le gouvernement peut relever les défis. C'est vrai, la situation est critique. Nous sommes dans l'hyperinflation, nous connaissons la dépréciation monétaire, mais il faut saluer ici
les mesures que le gouvernement venait de prendre. Quand bien même dans les 5 mesures, vous avez 4 mesures qui sont à court terme, mais qui peuvent donner des résultats. Et vous avez la 5e mesure qui est une mesure à moyen terme. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Et les gens doivent comprendre, même la rétention dans les dépenses observées maintenant, c'est pour essayer de stabiliser la monnaie que le gouvernement le fait. Parce que le gouvernement a des problèmes, a un déficit, je l'ai dit encore quelque part, il y avait un déficit de 77 milliards de francs congolais que le gouvernement a comblé par la planche à billets. Et c'est ça qui a contribué aussi à la dépréciation de la monnaie. Maintenant, le gouvernement doit maintenant restreindre de manière drastique son train de vie. Pas seulement son train de vie à lui, mais le train de vie de toutes les institutions. En d'autres termes, toutes les grandes dépenses doivent être revues à la baisse. Regardez, même les ministres ne sont pas encore payés. Ils sont en train d'accumuler près de 2 mois. Et ça, c'est un bel exemple pour montrer aux autres que... Un bel exemple de ne pas payer les gens qui travaillent. Non. Un bel exemple que nous aussi, nous serrons la ceinture. Ce n'est pas que nous vous faisons souffrir, vous les fonctionnaires, mais nous, les membres du gouvernement aussi, on serre la ceinture. Parce que le gouvernement n'a pas voulu lâcher. Étant donné qu'il y a eu sur liquidité de francs congolais sur le marché et que l'offre en devise s'était amenuisée, le gouvernement ne pouvait pas lâcher en une fois l'enveloppe de 169 milliards de francs congolais ou encore lâcher au taux budgétaire de 1452 francs congolais les dollars, l'enveloppe de 259 milliards en une fois, sinon ça allait aggraver l'inflation. C'est pour cette raison le gouvernement rationne et le gouvernement, vous vous souvenez, contrairement à ce que le Premier ministre avait dit au Parlement, il avait dit que non, on va vous payer au taux budgétaire, le gouvernement s'est ressaisi. Le gouvernement a dit, écoutez, avec le financement des élections, les charges publiques que nous avons, si nous augmentons l'enveloppe salariale, passant de 169 milliards à 259 milliards de francs congolais, nous ne serons pas payés dans la mesure où les régimes financiers ne crèvent pas les assignations. Alors le gouvernement a trouvé une solution médiane. Le gouvernement dit, écoutez, les délégués syndicaux, nous allons négocier, nous allons convoquer le Conseil national du travail, mais on va ajouter un tout petit peu, quelque chose dans votre salaire. Pourquoi le gouvernement fait ça? Le gouvernement fait ça parce que le gouvernement voudrait placer toutes les données sur la table, jouer la carte de la transparence devant les délégués syndicaux, même les professeurs d'université, les médecins, en disant que voilà c'est ça le fond de notre marmite. Si vous nous demandez de faire ça, nous ne saurons pas. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ensemble, par consensus, ils vont trouver une solution. Les taux budgétaires restera l'objectif à atteindre, mais on ira peut-être par palier et il faudra d'abord accroître les recettes intérieures et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Merci Jérôme Sekana, merci John Ngomba et surtout Bruno. À vous trois, vous avez tracé le tableau de cette étape qui nous reste jusqu'en décembre 2017. Alors je voudrais poser maintenant la question aux autres. La question a été posée. Pensez-vous que le processus électoral tel qu'il est engagé aujourd'hui est un processus qui va apaiser, en allant vers la paix? Est-ce que nous allons traverser cette crise ou bien nous sommes devant un marché des dupes qui, d'une manière ou d'une autre, peut exploser à tout moment et en quelles conditions? Là, je demande à Jérôme et à Freddy, à Diana et à José qui n'ont pas encore parlé. Oui, Willy, depuis 2006, j'ai même écrit des articles quand j'étais au potentiel. Je n'étais pas d'accord avec les élections. Nous sommes dans ce qu'on appelle les contradictions secondaires. Écartons le Congo. Vous voyez la Centrafrique. Et élection. Aujourd'hui, le pays est sous le contrôle de groupes armés. L'ONU a à peu près 12 000 personnes là-bas. Donc les élections n'ont pas résolu la question centrafricaine. Vous avez le Sud-Soudan. Il y a eu des élections. Aujourd'hui, ils s'entretuent et l'Occident, d'autres puissances, vendent des armes à ces gens, ils s'entretuent tout le moment. Donc il faut revoir la manière dont nous voyons les élections. À quoi elles servent? Je pense que... À renouveler la classe politique, à donner de nouveaux dirigeants, à donner une impulsion au développement. Voilà, okay. je vous réponds. Et quand on prend notre histoire, parce que moi j'ai dit qu'il faudrait quelquefois faire appel à des spécialistes, aux politiciens. Quand on prend notre histoire, il y a deux grands ouvrages qui sont publiés ici. Bon, un ici et l'autre est encore à l'Amérique pour être traduit en français. Le premier, c'est publié par Kraft Young. Ceux qui ont fait les études à Lubumbashi en Sciences Po, ils les connaissent bien.
C'est un Américain qui il était ici avec la fondation Rockefeller. Ils étaient avec Gould et autres, qui étaient tous à Lubumbashi, donnés cours en sciences politiques. En partant, vers les années 64-65, il a publié un ouvrage, Politique in Congo. Et cet ouvrage est résumé les premiers États congolais qu'on a connus, donc l'État colonial, de 1885 à 1960. Donc cet État s'est désintégré, était fini avec le départ des Belges. Il y a une crise qui s'est préparée, qui s'est créée avec les rébellions, et on a passé 5 ans dans cette instabilité. Et quand Mobutu est arrivé, il a fait un coup d'État, on a fait le deuxième, il a fait le deuxième État zaïrois, que l'autre a publié dans un ouvrage aussi, The Rise and Decline. C'est publié aux éditions de Wisconsin en Amérique. Il a construit son État et comment l'État était parti en déclin. Donc pour le moment, ce qui se passe, mais la manière dont nous procédons, elle est mauvaise. Comme moi j'ai dit, c'est vrai, nos amis occidentaux nous disent allons aux élections. Si nous partons aux élections pour nous entretuer, je pense que ceux qui meurent sont des Congolais. On ne doit pas continuer, on doit réfléchir des fois. Deuxième chose, vous connaissez l'Iran, vous connaissez la Chine. Ils n'ont pas la même culture que l'Occident, donc l'Amérique, que la Belgique ou bien d'autres pays européens. Ils ont inventé leur système. En Iran, il y a des élections, les gens ne s'entretuent pas. L'Iran lance déjà des fusées. Il n'est pas démocratique à l'occidental. La Chine aujourd'hui discute avec l'Amérique d'égal à égal. Il n'y a pas de démocratie occidentale. Donc on nous endorme ici. Ça c'est aux élites de prendre conscience. Nous devons, je termine Willy, nous devons faire un effort pour faire des recherches, aller chez moi à Taïav, apprendre comment l'État s'est créé. C'est capital. Tant qu'on est dans cette confusion, on est en cravate, on discute, on perd le temps. Merci beaucoup Freddy. C'est bien de le dire parce que c'est votre pensée profonde. Mais Diana va réagir par rapport à ce que vous venez de dire. La question est claire, je la repose encore pour qu'on ne se perde pas. Nous sommes dans une phase, une séquence historique essentielle. Nous avons opté dans ce pays que l'accès au pouvoir ou la conservation du pouvoir ne pourra se faire que par les élections, par le choix de la population. La non-violence a été bannie et le pacte de Sun City, qui a déjà 10 ans, voulait consacrer l'accession au pouvoir par les élections. Et quand vous intégrez effectivement cette réflexion en disant, tel que les élections s'organisent, est-ce que ne sommes-nous pas en train de mettre cet État-là en danger? Moi, je ne peux que comprendre cela. Mais ceci n'empêche pas que Diana réagisse sur cette question fondamentale. Oui, Freddy a dit quelque chose de fondamental. Lorsque nous revoyons l'histoire dans notre propre pays, les seules élections apaisées ont été les élections sous Mobutu. Ce sont les élections de ce que nous appelons, ce sont les élections au cimetière, là où les gens sont silencieux. Ce sont les seules élections. Celles de 1960, bien qu'organisées par la Belgique, la puissance coloniale occidentale, on finit par où? 2 mois après, celui qui a été élu, ceux qui ont été élus se sont retrouvés en exil, et pourchassés, et ainsi de suite. Donc, en 2006, nous avons organisé des élections, nous avons eu la guerre qu'on a appelée la guerre de Jean-Pierre Bemba ici en plein Kinshasa. En 2011, nous avons eu la vérité des urnes avec John Chibangu qui avait commencé, qui est le précurseur de Kamwina Nsapu dans le Kasaï. Ce sont des situations où nous n'avons eu des élections apaisées que les élections sous Mobutu. Alors, vous allez vous rendre compte, mais pourquoi? Je vais y répondre pour ramener à la question d'aujourd'hui. Et en ce qui concerne les systèmes que les autres ont inventés, l'Afrique du Sud, compte tenu de son histoire, a inventé un système qui, c'est le parti qui a le plus de députés qui vote le parti. Et ce système a été adopté en Angola. Je pense qu'en Angola, il va y avoir des élections apaisées dans ce cadre-là. Mais chez nous, nous avons les élections à système copié sur le modèle français, le modèle américain. Alors que, déjà fondamentalement, nous ne sommes même pas d'accord sur les simples principes. Vous allez au jour, nous l'avons dit ici hors micro, que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui estiment qu'ils sont le peuple. Et ils estiment que ceux qui sont au pouvoir, c'est la minorité qui est en train de prendre le pays en otage. C'est tout à fait le contraire de toute démocratie occidentale où ceux qui sont au pouvoir, c'est la majorité.
Et ceux qui sont dans l'opposition, c'est la minorité. Chez nous, cette notion-là n'est pas intégrée. Aucun parti politique ne l'enseigne pour le besoin de la cause. Alors, vous voyez, en ce qui concerne l'accord, pour revenir dans notre propre système, il est clairement dit dans l'accord qu'au cas où il y aurait des problèmes, toutefois s'il y a des problèmes, mais voilà, ça pose problème. Alors que c'est dans l'accord. La même chose, ce n'est pas la première fois. Lorsqu'il y a eu l'accord de Sun City, qui était dit la transition est renouvelable, de 24 mois, renouvelable 2 fois 6 mois. Mais quand on est arrivé à 24 mois, il n'y avait pas d'élection. Pour renouveler les premiers 6 mois, il y avait des problèmes. On a eu le ton, non, la prolongation ne doit pas être automatique. C'est dit où? Dans aucun texte. Aujourd'hui, on dit toutefois, et les gens vous disent quoi? Non, on dit le parachèvement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut commencer déjà les élections. Imaginez, vous étiez en train de faire l'élection présidentielle, alors la CENI va se réunir avec le gouvernement pour dire arrêtons d'abord et prolongeons. Le parachèvement, ça veut dire quoi? Et pourtant, il est dit dans ce même accord que toutes les premières élections devraient se tenir en un jour. Le parachèvement par rapport à quoi? Et nous pouvons estimer aujourd'hui le parachèvement, c'est déjà on a commencé l'enrôlement. On a commencé l'enrôlement, le processus est lancé. Alors, puisque l'enrôlement, déjà, on l'a démontré ici que déjà, on devrait avoir les fichiers électoraux finalisés fin juillet. On n'en a pas. C'est un premier problème. On a eu le problème de Kasaï, même si dans certains gens, dans leur, je ne sais pas si dans leur lucidité, je ne veux pas dire qu'il manque de lucidité. Une question précise à Diana. Évidemment, les difficultés pour organiser les élections peuvent être identifiées, mais est-ce qu'on peut tout au plus aussi vous dire que l'évocation permanente des difficultés peut être aussi une stratégie pour faire durer et rester au pouvoir longtemps? Non, et là, c'est pourquoi j'ai dit manque de sincérité. Prenez l'accord du 18 octobre. Cet accord a pris en compte ces paramètres-là pour dire qu'il faut suffisamment de temps. Le temps, pourquoi surtout? Pour mobiliser l'argent. Quand vous tenez compte des périodes où il faut décaisser, mais la DGI ou les autres régies ne décaissent pas en un mois tout ce qu'il y a eu comme leur assignation. C'est échelonné. Nous n'avons pas de réserves ailleurs, parce qu'ici on n'a pas de prénom dans ces réserves. Donc c'est le Jérôme, il faut dire que c'est on dépense caisse. Donc il faut dépenser par rapport à ce qui est dans la caisse. Alors, si dans la caisse on n'a pas mobilisé, comment pour... C'est pourquoi d'ailleurs à ce moment-là, je peux évoquer à l'époque l'honorable Mozito qui n'avait pas signé l'accord du 18 octobre parce que pour lui estimer que le temps qui était donné pour décaisser l'argent était irréaliste. Et on a été encore plus irréaliste à la Senco. À la Senco, on dit on décrète les élections fin décembre. Ça, c'est une décision politique qui n'a rien de réalité politique. Merci Diana. Nous allons donner la parole à José. Je lui reviens encore avec la question de fond, mais il va reprendre ce qu'il veut. José a toujours été libre de dire ce qu'il pense. Sommes-nous un peuple aussi exceptionnel au point que nous sommes incapables d'organiser les élections? Avons-nous tellement de difficultés? Les élections sont tellement un danger pour nous que nous commençons à réfléchir s'il faut à peine... En sommes-nous arrivés à ce niveau-là déjà? En tant que peuple, nous sommes incapables de faire les élections? Oui. Je crois que je partirai de la pensée, réflexion d'Antonio Gramsci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un brillant intellectuel marxiste italien qui disait « Celui qui ne sait d'où il vient ne peut savoir où il va ». Tout notre problème se résume en ça. Voilà, nous sommes en train de parler d'un processus électoral comme si on était en temps ordinaire. On a du mal à voir la réalité en face. C'est quoi cette réalité? Cette réalité, c'est que depuis la séquence Kodjo, c'est-à-dire le premier dialogue, on a pris un peu de liberté avec le formalisme constitutionnel. Pourquoi nous ne voulons pas reconnaître d'abord ça? Nous sommes sortis un peu du formalisme constitutionnel, sinon Kodjo ne serait jamais venu, sinon Badibanga ne serait jamais Premier ministre parce qu'il n'est pas issu de la majorité parlementaire, sinon Tchibala ne serait pas là où il est, sinon on n'en serait pas à dire Félix peut être Premier ministre. Donc ça, moi, ça me paraît fondamental. Ça me paraît fondamental aussi de reconnaître pourquoi il y a Sensa.
Vous avez posé, Willy, une question fondamentale, intéressante, révélatrice même de ce que nous sommes. Mais il y a ça précisément parce qu'il y avait un ça ne va pas pour parler comme l'homme de la rue. Le ça ne va pas, c'est quoi? C'est que dans la législature normale, on n'a pas pu organiser des élections, donc il fallait trouver un modus vivendi, à la fois un modus operandi, pour aller vers ces élections-là. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question d'autre chose. Nous devons donc sortir de cette hypocrisie ambiante. Nous devons, nous tous, cesser de faire la politique de l'autruche. La réalité est là, mais personne ne veut la regarder. Personne ne veut la regarder. La tripartite, en fait, ce n'est pas une tripartite. Corneille Nangaa a eu l'intelligence de rectifier aussi. Parce que précisément, la situation n'est pas normale. Il a parlé aussi des forces politiques. Il a parlé aussi des experts, donc des partenaires. Pourquoi il a parlé des forces politiques? Mais précisément parce que ces élections, mettons aux prises qui? Mais ils mettent aux crises des forces politiques. Mais pourquoi on voulait faire un gouvernement d'union nationale maintenant? Mais c'est parce que précisément, les choses ayant fondamentalement changé, il faut que toutes les forces politiques soient partie prenante dans ce gouvernement-là. C'est de ça que nous parlons. Par conséquent, l'évaluation ne peut se faire, si on est sérieux, ça ne peut se faire qu'avec toutes les parties prenantes. Parce que pour avoir les élections apaisées demain, c'est ça l'enjeu. Mais les élections apaisées, ça ne doit pas être un slogan. Élections apaisées, libres, etc. Mais il faut réunir les conditions. Je vous prends au mot. Quand vous dites que l'évaluation ne peut se faire qu'avec toutes les parties prenantes, vous légitimez en fait non une évaluation, mais un autre dialogue. Justement, c'est un autre dialogue. Parce que ça ne peut se faire que dans le cadre de notre dialogue. Oui, non, toute la difficulté que nous avons, c'est ça aussi, peut-être Freddy, il faudra une autre émission sur la culture politique. Il n'y a pas un seul pays au monde où il n'y ait pas de dialogue. Dans une république, la substance de toute république, c'est le dialogue. Et en tout temps, on dialogue toujours. Et même un clin d'œil à nos amis du Rassemblement limité. Mais quand ils disent qu'il y aura une autre transition, cette transition postule, présuppose forcément qu'on se mette autour d'une table. Donc, dialogue. Ne jouons pas sur les mots, n'ayons pas la peur de mots, ne faisons pas la politique des bons sentiments. Aujourd'hui, au moment où nous en sommes, nous devrions nous poser de vraies questions. Pourquoi le CENSA? Pourquoi un gouvernement d'union nationale? Parce que précisément, nous sommes sortis du formalisme constitutionnel. Nous devons avoir le courage de le dire. Sinon, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a. C'est la meilleure de preuve qu'on est sorti de là. Alors oui. Vous êtes en tout cas, la crème intellectuelle, vous êtes des éditorialistes responsables. Je vous pose la question avec laquelle nous allons terminer, c'est qu'il y a une évaluation à faire. Vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas que de l'évaluation du processus électoral technique, et qu'il y a encore du consensus à rechercher. Comment nous faisons pour pouvoir, et c'est la question, elle ne va pas se terminer dans cette émission, au regard du danger, et d'ailleurs le spectre du danger électoral, Freddy l'a bien décrit, et il n'a pas tort, au regard de ce spectre-là qui peut aller aux élections et provoquer les cataclysmes nationaux par des divisions incessantes, c'est une possibilité à ne pas négliger. Mais ne pas aller aux élections et provoquer l'anomie de la société, c'est aussi une possibilité à ne pas négliger. Donc il nous faut trouver la commune mesure, faire des élections en préservant l'État et la nation. Maintenant, vous allez continuer. Ma question est terminée maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les acteurs pour que, avec les données que nous avons entre les mains, les données que vous venez tous de décrire et qui sont devenues de plus en plus évidentes, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les acteurs pour que leur cheminement, jusqu'au jour où nous allons voter, soit un cheminement de responsabilité? Non, d'abord libérer le processus, parce que le processus électoral, plus qu'électoral, mais le processus politique, il est parasité par quoi, Willy? Il est parasité par des stratégies politiciennes vieilles comme nos différentes transitions. À savoir, d'une part, certains sont drapés dans la Constitution, c'est le « j'y suis, j'y reste », et en face, vous avez le « haut toi de là, que je m'y mette ». Donc, ça paralyse. Mais ce n'est pas tout.
Il faut aller plus loin. Les tireurs de ficelle, tous ceux qui ont préempté ce pays depuis très longtemps. Vous voyez à quoi j'ai fait allusion, c'est-à-dire à toute cette technostructure occidentale et leurs sous-traitants locaux, régionaux, etc. etc. Mais c'est tout ça qui parasite le vrai problème. Vous remarquerez que tout le monde parle d'élections. Mais citez-moi 2, 3, 4 partis qui préparent, de l'opposition comme de la majorité, qui préparent réellement des élections. Parce que nous disons tous, élections c'est dans 4 mois. Est-ce que ce pays ressemble à un pays qui est à la veille des élections? La réponse est non. Alors pourquoi nous voulons nous mentir à nous-mêmes? Merci bien José. On reprend la même question, avec beaucoup de générosité intellectuelle, parce qu'il nous faut être généreux intellectuellement. Il faut donner vos idées, quitte à accepter qu'elles soient critiquées, n'est-ce pas Freddy? Voilà. Donc, on peut peut-être commencer par Bruno. Ouais, je crois qu'il est important qu'il y ait une décrispation générale, qu'il y ait une sorte de confiance minimum globale entre tous les acteurs. C'est important. Et il est également important de lancer une réflexion profonde sur notre système politique, sur notre constitution. Je donne un exemple tout à fait banal. On parle de l'article 72 et 73 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel à l'issue de son mandat. Il reste en fonction jusqu'à l'installation prochaine du petit président élu. Personne, Willy, parmi les constituants n'avait imaginé un scénario où on arrive au terme du mandat du président en fonction, les élections présidentielles ne sont pas organisées. Cet article-là, à la surface, ne prévoit pas cette éventualité. Voilà la raison qui a poussé les députés de la majorité présidentielle à aller saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter. Qu'est-ce qu'on fait si à la fin du mandat de l'actuel président, les élections ne sont pas organisées? L'article-là, à la surface, ne prévoyait pas un scénario où on arrive à un mandat du président de la République en fonction, les élections ne sont pas organisées. Et la Cour constitutionnelle, qui a le monopole de l'interprétation de la Constitution, a donné son arrêt. Donc il faudra une réflexion profonde. Moi, je trouve qu'on ne peut pas avoir honte de revisiter certaines dispositions de la Constitution pour les raffiner, les rendre beaucoup plus potables, les rendre beaucoup plus clairs, explicites. Merci beaucoup. Diana, vous avez fini? Oui, non, je suis en train de chiter. Je vous en prie, excusez-moi. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir honte d'envisager un nouveau dialogue. Parce que dans quelques mois, dans quelques semaines, même cet accord global de la Cinco sera dépassé. L'accord, on vous a parlé du 31 décembre 2017, mais dans 3-4 mois, le 31 décembre 2017 sera derrière nous. Donc, il y a une possibilité de passer à un autre dialogue où on va trouver un compromis global sur la nécessité ou les modalités idoines d'organiser des élections correctes, parce que les élections seront organisées. Sinon, l'enrôlement actuel ressemblera à une vaste escroquerie de grande envergure. Merci beaucoup. Diana? Oui, je prends un peu le contre-pied de ce que Mbolisson vient de dire. Mais justement, la classe politique avait pensé à l'éventualité. Je me souviens, mais je ne le cite pas, il est aujourd'hui au G7. C'est lui qui avait soulevé les problèmes, je le cite, qui dit « Nous sommes dans un pays instable. Imaginez-vous que le mandat du président se termine, il y a guerre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Son mandat est terminé, alors qui va mener la guerre? Nous pouvons avoir une certaine éventualité, donc, qui font que, même le manque de moyens, la guerre, on ne peut pas organiser les élections. Qu'est-ce que ça arrive? On aura un pays sans président de la République. C'est pourquoi on ajoutera l'alinéa 2 à la fin de son mandat, fin du mandat constitutionnel, il reste jusqu'à l'installation du président. Les gens confondent avec l'article 74. L'article 74 qui dit, au cas où le président est élu, il entre en fonction dans les 10 jours après avoir prêté le serment tel. Ça, c'est autre chose. Merci Diana. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez la caméra, c'est pour pouvoir donner vos idées constructives quant à ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver à bon port. Le vrai problème, je reviens toujours à ce que Caucus Femmes, nous étions tous à San Site. Que les gens prennent le vrai problème, qu'on le mette sur la table. Le vrai problème, c'est que même ceux qui disent toujours élection obligatoirement en décembre, alors qu'ils savent que
s'il faut respecter l'accord, l'accord dit toutefois, on peut. Et l'accord donne mandat au CNSA, au gouvernement et à la CENI de pouvoir le prolonger. Alors le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que de comprendre que ceux qui disent aux élections obligatoires, mais ce ne sont pas les élections qu'ils réclament. Ils réclament de glisser ensemble. Ils sont en train de prévoir une élection. C'est quand même un procès d'intention quand même non, ce n'est pas un dangereux. procès d'intention. Dangereux. Tout le monde n'est pas intéressé par l'arrivée au pouvoir, Diana. Willy, supposons que c'est un procès d'intention. Est-ce que vous pouvez dire, l'accord, on a bafoué l'accord. Au même moment, vous dites, allons aux élections. Mais on va aux élections sur base de quoi? Puisque l'accord a été bafoué, il n'y a pas d'élection. L'accord, on n'a pas appliqué l'accord, on a saboté l'accord. Mais nous devons aller aux élections en décembre. On va aux élections en décembre par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport au même accord qui a été saboté, qui n'a pas été appliqué. Très bien, donc, Diana. Donc, il y a une autre. Donc, je me rends compte que vous n'avez rien à proposer, Diana. Non, je propose que. Ah, il faut quand même On proposer. dise vrai que c'est impossible d'aller aux élections, que les gens se retrouvent, même pour 2 jours, parce que c'est ça que Merci beaucoup, Diana. Merci. On doit se comprendre. Oui, notre ami Freddy, on reviendra par John et puis on va terminer par Jérôme après avoir donné la parole à Je pense José. que le problème ici, nous sommes dans des questions secondaires en quelque sorte. L'essentiel ici, je pense que notre ami José l'a dit, c'est de savoir pourquoi ça bloque. Moi, j'ai dit ceci, si ça bloque, parce que l'Occident ne s'est pas retrouvé. Je m'explique. Le Congo, c'est toujours un enjeu du capitalisme occidental prédateur. Depuis 1880, 1800. En 60, on pensait contrôler la situation. Le Mumba est sorti du néant, qu'on ne contrôlait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a assassiné. Donc, ils ont récupéré la situation, ils ont mis un bout au pouvoir. Maintenant, on commence avec la guerre de l'AFDEL. On va chercher, nous sommes dans les maquis. Un ancien maquisard, mombiste. Nous prend les choses, il se proclame président. Les pouvoirs les échappent encore. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a assassiné. Et en assassinant Mzé, ils pensaient qu'ils allaient mettre la main sur le Congo. Jusqu'aujourd'hui, nos amis occidentaux n'ont pas encore contrôlé le Congo. C'est ça l'enjeu. Donc ce qui se passe ici, c'est comment faire, parce que dans leur image, parce que le Congo c'est une prise. Il faut qu'il y ait pour mettre les gens du pays. C'est ça l'enjeu. Donc on ne comprend pas ça. Même si on prend l'élection, il y aura toujours des crises parce que l'Occident... Donc il faut faire... Il faut présenter les pays sur le marché de l'emploi pour trouver un gérant. Oui, chercher un gérant. Donc maintenant, ce que je dis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous devons changer notre logique. Nous avons une logique dépassée. C'est nous battre pour devenir indépendants. Quand nous serons indépendants, nous allons décider de quel processus. Et si nous faisons des élections, c'est pour nous. Et pas pour faire peur. cette indépendance, nous allons l'arracher entre les mains de qui? Mon cher ami, qui décide ici? Entre les mains de qui? D'ailleurs, vous-même là, vous parlez. Et la communauté internationale a dit. Quelle est la communauté internationale? C'est qui? Ce sont les listes. Très bien, merci. John Lumba. Oui, moi je constate que les deux partis en présence procèdent par une stratégie bien connue, déclinée en anglais fight and talk. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils se bagarrent, en même temps, on parle aussi. Parce que c'est depuis quand même autant de temps que je constate que, par exemple, Maman Sidikou est très impliqué dans l'application totale de l'accord depuis autant de temps. Ça veut dire qu'il est entre les deux. Alors, maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est, parler, battez-vous peut-être, mais il ne faut pas instrumentaliser le processus électoral qui est plutôt du domaine de la technique, tout simplement. Alors, donc, il ne faut pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas instrumentaliser, quel que soit le bord, il ne faut pas instrumentaliser le processus électoral. D'une part. D'autre part, je suis sûr qu'aujourd'hui, les deux partis en présence sont suffisamment mûrement avancés qu'il faut maintenant qu'il y ait cette rencontre par une forme de dialogue technique qui peut se résoudre en très peu de temps. Merci. José, et puis on va terminer par Jérôme. Oui, merci Willy. Je crois que, au risque de nous répéter, nous devrions savoir où nous sommes. Ça veut dire que le processus électoral, par rapport au processus politique d'une manière générale,
pour parler en termes de sociologie, c'est un épiphénomène. Le phénomène, c'est le processus politique. Évaluer aujourd'hui le processus électoral, indépendamment du contexte politique dans lequel nous sommes, c'est que Albert Camus disait, à mal nommer les choses, on conduit l'humanité à la ruine, à la catastrophe, à la ruine. Oui, c'est ça le problème. Nous devrions savoir que le processus électoral pâtit du déficit du processus politique. Alors, par conséquent, s'il faut évaluer, c'est évaluer d'où nous venons, c'est-à-dire depuis que nous sommes sortis par consensus, je veux dire, du cadre stricto sensu de la Constitution. Évaluons cela et nommons les choses, s'il vous plaît, parce que quand il y a élection, ça veut dire que c'est Diana contre José Nawej, ce n'est jamais Diana contre Diana. Voilà. Merci. Jérôme Sekana. Oui, vous savez, je vais utiliser une image académique. Nous avons échoué de passer à la première session. La première session, c'était l'organisation des élections dans les délais constitutionnels depuis l'année dernière, en novembre. Et nous avons eu des cours de repêchage. Le premier cours de repêchage, c'est l'accord qu'on a eu avec les 18. Le deuxième cours, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous avons il y a encore un problème qui est devant nous parce que jusque-là, on n'a pas encore le consensus. Mais nous tous ici, nous avons été à l'université. Lorsque vous avez raté la première session, vous multipliez d'efforts pour réussir en deuxième session. Et on ne doit pas badiner parce que quand vous ratez là, c'est fini. Vous reprenez la classe, vous êtes même déclassé. Alors, il y a 3 petites solutions. La première, en suivant ce qui s'est dit aujourd'hui, au niveau du Conseil de sécurité, je me dis que le monde nous regarde. Et le monde voudrait que nous puissions nous comporter en grand. Voilà pourquoi j'ai dit, premièrement, le consensus politique est incontournable. Parce que ce consensus politique, et si nous le réussissons, automatiquement, nous allons bénéficier de l'appui de la communauté internationale. Parce que le moyen dont nous disposons actuellement, la crise aidant, nous ne pouvons pas nous en sortir sans casse. La casse que nous connaissons, d'abord, vous avez la dépréciation. Donc, pour moi, le consensus politique est incontournable, que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin pour qu'on arrive à ce consensus-là, à n'importe quelle condition, si et seulement si nous voulons organiser les élections. Deuxièmement, la décrispation. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord. Donc, la décrispation politique, c'est comme un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Il faut terminer ça. Et la dernière des choses, c'est la disponibilisation des moyens, les moyens financiers. Je vous dis, nous devons tous aider le gouvernement. Parce que nous risquons d'être piégés comme en 2011. Si dans l'environnement actuel, nous ne mobilisons pas assez les moyens, eh bien, ça sera la cause aussi de l'échec. Et ensuite, vous aurez la communauté internationale qui pourra ne pas venir au regard de ce que je venais de dire. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que nous tous nous mobilisions. Il y a des gens, notamment certains politiques, secrétaires généraux dans la majorité de mon ami ici, qui font obstruction à la mobilisation des recettes en termes de millions de dollars. On doit faire très attention. Nous devons tous aider le gouvernement à mobiliser les respects. Sinon, la prochaine fois, nous allons commencer à les citer parce qu'on en a les preuves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je demande un consensus politique entre Diana et Jérôme Sekana pour que l'espace républicain aille de l'avant. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci. Nous avons posé une problématique de départ et nous sommes arrivés à la fin. Nous n'avons pas épuisé la question. Vous êtes bien rendu compte que nous sommes bel et bien dans une situation difficile d'évaluation parce que nous sommes quand même sortis d'un certain cadre formaliste. Il faut évaluer le processus électoral. Il ne faut pas échapper à cette obligation. Cela a été dit par les gens qui ont fait l'accord global de Saint-Sylvestre. Mais il faut aussi l'évaluer dans le contexte qui est le nôtre. Ça signifie en même temps en tenant compte du fond de l'arrière-boutique qui est le système politique. Ça a été dit dans cette émission. Nous ne pouvons pas évaluer un processus sans le mettre dans son contexte général. Mais il faut aussi et surtout faire un effort pour arriver à un consensus minimal pour que les élections ici se tiennent. Parce qu'il n'y a personne, alors personne
dans ce pays qui peut penser qu'il peut diriger 80 millions de Congolais sans un minimum de légitimité. Il n'y a personne. Et la seule possibilité qu'il y a pour diriger les Congolais, c'est de passer aux élections. Mesdames et messieurs, nous appelons ces élections de tous nos voeux et nous ne pouvons faire qu'un appel à tous les hommes politiques de faire alors le pas décisif, c'est-à-dire celui qui va leur faire sortir de leur intérêt personnel vers l'intérêt général, qui est l'intérêt de la paix, de la concorde, mais surtout de l'unité nationale. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir participé nombreux chez vous. Merci aussi surtout à ceux qui sont sur ce plateau d'avoir donné de votre intelligence. Je vous avais dit, c'est une émission qui doit resplendir de votre générosité intellectuelle. Vous l'avez été et je ne peux que vous en remercier. Au revoir et portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Merci. Espace républicain.